de l'après-midi animé par le CIAN. Donc, on va parler cette fois-ci de l'altruisme des données. Donc, je vais laisser mon collègue François Bédard vous présenter ses intervenants. Simplement vous rappeler avant le début de cette intervention quelques petites consignes. Donc, à la fin de cette session, comme pour les sessions précédentes, si vous voulez rester avec nous pour tout l'après-midi, simplement allez vous reconnecter dans la prochaine session qui aura lieu ensuite à partir de 14 heures. Si vous avez des questions également à poser pour les intervenants, on vous invite à les poser dans le chat. C'est une courte session de 45 minutes qui se veut assez chargée et fort intéressante en contenu, mais on tentera de trouver du temps là, pour quelques petites questions. Donc, François, à toi avec tes invités. Merci beaucoup. Merci, Maud, de l'introduction. Charles, merci d'être présent. Grimaud, merci d'être présent. Laissez-moi l'opportunité de vous présenter. Charles Morgan, je suis avocat spécialisé dans le secteur des données aussi chez McCarthy Tétrault, est basé au Québec. Et je vous présente Grimaud Valland, qui est avocat chez Duclos, Thorne, Mollet, Viéville et Associés en France. Puis après, Grimaud, tu peux nous dire exactement quelle ville. À mon invitation, j'ai entendu parler d'un projet d'étude qu'on appelle l'altruisme des données, sur lequel vous avez contribué aussi. Mais d'entrée de jeu, on a juste 45 minutes. C'est un sujet que je trouve passionnant. On va essayer d'être extrêmement synchrone et tenir l'heure du temps, malgré une série de questions que j'ai pour vous. Mais premièrement, je vous félicite vraiment pour la publication de ce nouveau rapport-là. Il y a quelque chose de fondamental qui se fait, mais le data altruisme, qui est une initiative européenne, les données au service de l'intérêt général. Charles, à titre d'entrée en matière, est-ce que tu pourrais nous donner quelques mots pour nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'altruisme des données? Absolument. D'abord, j'aimerais juste préciser que le rapport que tu viens de citer, François, c'est un travail qui résulte d'un effort collectif du groupe de travail qui s'est rencontré pendant 6 mois. Une rencontre de représentants du Human Technology Foundation et de l'exploratoire Sopra Steria Next, avec la participation à la fois des citoyens, des chercheurs, des avocats et des membres de la communauté d'affaires. Donc, vraiment multidisciplinaire. Mais si je veux définir le concept de base de altruisme en matière de données, je vais en fait citer la définition qui est prévue dans la loi européenne. Et c'est d'abord, voici les éléments de base. D'abord, le consentement donné par les personnes concernées au traitement de leurs données à caractère personnel, donc les données personnelles des individus ou des autorisations accordées par d'autres titulaires de données non personnelles, donc des compagnies qui pourraient avoir des données qui viennent des censeurs, etc., qui sont fournies sans demander la contrepartie, sans être rémunérées, à des fins d'intérêt général, telles que la recherche scientifique ou l'amélioration des services publics. Puis, ça se veut, en quelque sorte, une sorte de troisième voie entre l'exploitation purement commerciale des données qu'on voit tous les jours avec Facebook, Google et ainsi de suite, et le open data, qui est un concept assez récent et lié, qui établit un cadre de partage des données basé sur un cadre de contraintes statutaires, c'est-à-dire dans certains secteurs, on va imposer le open data. Par exemple, au secteur bancaire, il y a le open banking qui est imposé de manière statutaire. Et ça peut avoir des fins commerciales qui sont liées à ce concept-là. Donc, l'altruisme se situe entre les deux. C'est une troisième voie de partage de données dans l'intérêt général. Charles, c'est extrêmement intéressant. Grimaud, tout de suite, je me tourne vers toi parce que pour faire cette mise en contexte-là au niveau de cette publication-là, parce qu'un rapport, c'est une série de rencontres, c'est 6 mois de discussion pan-européen, puis heureusement qu'on a aussi des représentants du Québec, donc de cette francophonie canadienne-là qui s'inscrit dans cette francophonie mondiale-là. Mais sachant que notre audience est peut-être pas composée d'avocats non plus, mais que citoyens, entrepreneurs, entreprises, organisations, est-ce que vous pourriez nous donner une espèce de un résumé du cadre juridique européen dans lequel ce concept s'inscrit de data altruisme? C'est encore une nouvelle sémantique, mais ce cadre juridique, Grimaud, ça veut dire quoi exactement dans le contexte européen? Puis comment on est capable d'un certain arrimage avec la société canadienne ou même la société québécoise dans cette démarche-là? Alors, avec plaisir, merci beaucoup. Le data altruisme, effectivement,
faut voir le concept comme une des briques, comme un des outils qui a pu être créé par la Commission européenne dans le cadre de ce qu'elle appelle sa stratégie numérique pour la décennie. Je vais essayer de faire aucun anglicisme dans la semaine de la francophonie, donc s'il vous plaît. Pas commencer par la Digital Decades. En tout cas, l'origine de tout ça, de cette stratégie, c'est qu'il y a un constat qui est fait par la Commission, qui est partagé globalement par tout le monde, hein, mais c'est que le numérique est venu bouleverser l'économie, mais est venu en fait juste bouleverser la société. Les plateformes maintenant sont incontournables, elles viennent intégrer des nouveaux domaines sans arrêt, des nouveaux secteurs, elles bouleversent en général les secteurs, et on se retrouve avec des capacités de collecte et d'exploitation des données qui font que des systèmes d'intelligence artificielle sont de plus en plus efficaces et ont des répercussions sur toutes les strates de la société. On le voit là, en ce moment même, on communique différemment, on va consommer différemment, on va découvrir des choses différemment, de manière anecdotique. Le bon conseil du copain va être remplacé par un conseil algorithmique pour de la musique ou pour des séries. La découverte médicale est modifiée, le diagnostic est modifié. Au Québec, vous avez au Canada un exemple magnifique avec Imagia qui montre à quel point la donnée peut servir tout ça. Et donc, finalement, la Commission européenne vient acter le fait que le numérique, les sciences de traitement de données sont hyper stratégiques et doivent être encadrées. Et pour la Commission européenne, le cadre, c'est le droit, c'est la réglementation. C'est un peu aride, mais c'est comme ça. Et le but de la réglementation dans la décennie, c'est de créer un environnement numérique sûr, mieux réguler. Mieux réguler les plateformes, ça va être l'objet de 2 propositions de réglementation. Alors, j'ai pas les noms en français. L'acte sur les services digitaux et l'acte sur les marchés numériques, DSA et DMA, dont l'objectif est d'aller brider un petit peu plus les plateformes dans leur dimension sociétale, lutte contre la dissémination de contenus illicites, dans leur dimension économique, dans leur dimension commerciale, rééquilibrage du marché, rééquilibrage de la concurrence, etc. Le DGA s'inscrit là-dedans. Les plateformes génèrent des données. Et comme on commence à aborder les textes, les principaux sont les suivants. Le DGA, il faut le voir comme la première pierre, c'est présenté comme ça d'ailleurs par la Commission, comme la première pierre de cette stratégie digitale. Et la deuxième, et on vient juste d'en avoir la première mouture, c'est le Data Act. Donc là, on avait l'acte sur la gouvernance des données, on va avoir l'acte sur les données, dont le but est justement, et c'est pas neutre, de préciser les règles d'accès aux données dans le secteur privé, et notamment l'obligation de mise à disposition des utilisateurs de leurs propres données, notamment quand ils utilisent l'Internet des objets, des objets connectés. Et le règlement de Data Act va aussi inciter les fabricants à continuer à investir dans la production de données qualitatives. Et c'est pas neutre non plus. À l'heure où on commence à voir que la donnée de qualité vient primer sur la donnée de quantité. Donc, le Data Act qui va venir compléter le DGA parce qu'il va permettre aux ceux qui devraient être des détenteurs de données ou des sujets, on va y revenir, de se réapproprier leurs données, en tout cas d'en avoir une appréhension matérielle. Ça va être complété par un acte sur l'intelligence artificielle qui va avoir pour but aussi d'encadrer et de promouvoir l'IA. C'est une approche qui est intéressante qui est faite sur des niveaux de risque. On a des niveaux de risque qui sont dits inacceptables. Donc, l'IA ne peut pas être utilisée. L'usage de l'IA est interdit. Par exemple, pour faire de l'influence subliminale de consommateurs, ça c'est interdit. Des niveaux de risque qui sont hauts, dans le cadre duquel on doit satisfaire à des conditions d'usage extrêmement strictes, et puis des niveaux beaucoup plus faibles, dans lesquels on a juste des obligations de transparence. Là, on a le cadre de ce qui va arriver. Ce qui existe déjà, c'est l'open data. Charles t'en a parlé. L'open data, donc, comme tu le disais, pas du tout au sens d'une philosophie d'ouverture, etc. Vraiment l'open data légal, où les administrations en Europe, et ça a été transposé en France, ont l'obligation de partager leurs données, les documents administratifs qu'elles détiennent, etc., à partir du moment où ça a un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Ça, c'est une brique très importante de l'ouverture des données, qui est pas du tout qui est très complémentaire de l'altruisme des données dont on va parler. Je termine par le RGPD, qu'on présente plus, ou peut-être que je vais reprendre en quelques mots quand même, mais qui traite de l'encadrement du traitement des données personnelles en Europe. À partir du moment où on traite des données personnelles, on doit être compliant, on doit être conforme au RGPD. RGPD qui va s'appliquer toujours. Le DGA vient s'instaurer, vient s'implémenter
dans toute cette articulation. Et le but du DGA, c'est d'instaurer globalement un régime de réutilisation des données protégées du secteur public, donc complémentaire à l'open data. L'open data, c'est les données non protégées sont mises à disposition. Le DGA, c'est il y a des données protégées, comment est-ce qu'on y accède? Le DGA qui va aussi proposer une réglementation pour encadrer les courtiers en données. Et enfin, qui amène ce dont on parle aujourd'hui, qui amène l'altruisme des données. Alors, en deux mots, parce que c'est vrai que le temps nous presse, l'altruisme des données, Charles a parfaitement défini ce que c'était que l'altruisme. Simplement quelques mots sur la façon dont ça fonctionne, sur le mécanisme. L'objectif, pour bien comprendre, c'est de permettre la collecte par des tiers de confiance qui sont les organisations altruistes, de données qui lui sont confiées volontairement, sans but commercial, et qui doivent toujours servir à des fins d'intérêt général, exclusivement. C'est des organisations qui sont à but non lucratif, qui doivent être strictement indépendantes de toute société à but lucratif, et qui doivent déclarer une ou des finalités d'intérêt général qu'elles veulent promouvoir. Domaine de la santé, domaine de la mobilité, domaine de la protection de l'environnement, etc. En tout cas, elles doivent collecter des données pour servir ces causes. Et c'est intéressant parce que, contrairement à l'open data, qui est une mise à disposition de données pour générer des finalités, dans l'altruisme, on a une définition en amont de la finalité et une ouverture des données uniquement pour cette finalité. Pour terminer là-dessus, parce que sur le cadre juridique, je pense que j'ai dit ce qu'il y avait à dire, ou au moins l'essentiel, tout le mécanisme, et on va le revoir, est basé sur la confiance que tout le monde doit placer dans ce tiers de confiance, dans l'organisation altruiste. Et seule cette confiance permettra d'avoir ce flux entrant de données volontaire, sans recherche de contrepartie, et qui va permettre une retransmission des données à des tiers qui les utiliseront donc, comme on le disait, pour une finalité prédéclarée d'intérêt général. Voilà, je suis désolé, je suis un petit peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire. Grimaud, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que même d'un point de vue juridique, il y a une série d'acronymes. On les connaît, là, RGPD, DGA, DA. Fait que ça peut être aussi compliqué que la gang en technologie, mais je pense que le défi, c'est de rendre ça le plus simple possible. Charles, la question est pour toi. Donnez-moi quelques exemples simples de ce que ça peut être pour, à la limite, pas nous convaincre nous, mais convaincre l'audience de c'est quoi une approche d'altruisme et comment ça s'applique dans le quotidien des gens et même dans le quotidien d'un citoyen. Puis Charles, je sais que c'est pas beaucoup de temps pour répondre à une grande question sociétale, mais donnez-nous quelques exemples simples, s'il vous plaît. D'accord, j'aimerais ça, effectivement, rendre ça un peu plus concret. Écoutez, il ne manque pas de défis de société qui crient pour avoir accès à des données qui vont nous servir à les résoudre. Donc, je vais donner trois exemples concrets. Un exemple dans le domaine de la santé, un autre dans le secteur de la mobilité et l'autre dans la biodiversité. Donc, la santé. Au tout début de la COVID, tout le monde cherchait à comprendre ce que c'était, comment le combattre, comment ça allait faire son cheminement dans la société, quelle région allait être affectée le plus et pourquoi. Le niveau de contact qui posait des risques, est-ce que c'est 2 mètres, est-ce que c'est 3 mètres, est-ce que c'est 1 mètre et demi. Et donc, en Allemagne, l'Institut Robert Koch a mis en place une application qui s'appelle Corona Data Donation App et qui a été disponible à l'échelle du territoire allemand. Et de manière totalement volontaire, ils ont appelé à la population de partager toutes sortes de données de la santé qui les concernent, notamment leurs symptômes liés à au virus, de manière anonyme, mais avec la préservation quand même de faire des liens avec des pseudonymes, mais qui protégeait l'anonymat des donateurs, mais qui permettait de faire des constats avec précision servant de ces données-là. Il y avait des millions de personnes, de façon volontaire, non pas exigée, qui ont donné leurs données à des chercheurs en santé.
Deuxième scénario, c'est le secteur de la mobilité. Il y a une application Strava Metro qui est disponible en France et ailleurs, je pense, qui utilise des données qui font un peu GPS, qui tracent le mouvement des gens. Et Strava Metro utilise les données agrégées et anonymisées des utilisateurs de Strava, de l'application GPS, pour aider dans la planification des transports, dans l'administration municipale et dans le domaine en général de la mobilité. C'est des données fournies aux fins de recherche qui va permettre les smart cities à fonctionner. Troisième exemple, biodiversité. Tout le monde craint pour la santé des abeilles et la santé, c'est un peu canary in a coal mine. La santé des abeilles signifie beaucoup de choses. Bon, il y a un projet World Bee Project qui fait en sorte qu'il y a des ruches qui sont connectées avec des senseurs et autres qui surveillent le comportement des abeilles, qui fournit toutes sortes d'informations à partir au-delà de 50 000 ruches dites intelligentes qui sont reparties dans le monde. Et ces informations-là sont, encore une fois, fournies de manière volontaire à des chercheurs qui ont fait des constats utiles pour la société. Ça devient tellement concret et relativement simple parce que je pense que si les senseurs sont au bon endroit, on est capable de comprendre. Dans le rapport aussi, la question est pour toi maintenant, Grimaud. Donc, si j'ai bien compris, même dans le rapport, dans lequel vous suggérez même qu'il y a des écosystèmes de données, donc des écosystèmes de data, repose aussi sur 4 rôles distincts. Est-ce que vous pourriez expliquer ces rôles-là, puis encore une fois, appuyé par des exemples concrets, Grimaud, mais y a-t-il ces 4 rôles distincts-là, c'est quoi? Puis, quels sont les exemples qu'on peut comprendre pour mieux comprendre le rôle de ces écosystèmes-là, ces acteurs-là? Oui, c'est ça. Il y a 4 acteurs, dont 2 qui peuvent être le même, mais en gros, pour les nommer et ensuite pour donner un exemple qui illustre un petit peu tout ça, les 4 grands acteurs, c'est d'abord le sujet de la donnée. Essentiellement, on va parler d'une personne physique, pas exclusivement, mais c'est celui qui génère la donnée par son activité. Sujet de la donnée. Ensuite, et c'est pas forcément le même, il y a le détenteur de la donnée. C'est celui qui est en possession concrète de la donnée qui a été générée sur le sujet et qui donc n'est pas forcément le sujet. Il y a ensuite l'organisation altruiste, et je répète, qui est vraiment au centre, qui est le centre névralgique de l'altruisme des données. L'organisation altruiste qui, elle, va collecter les données que le détenteur va lui transmettre. Okay, donc le détenteur devient, lui, un contributeur en données dans le cadre de l'altruisme. Et en bout de chaîne, donc sujet, détenteur, contributeur vers l'organisation, en bout de chaîne, on a les utilisateurs, les tiers, qui vont venir demander à l'organisation altruiste à pouvoir utiliser les données qu'elle détient. Alors, je pense que le mieux, c'est de donner un exemple qu'on déroule et qui illustre un petit peu les rôles de tous. Et l'idée, c'est de partir, pourquoi pas, d'une personne physique, comme ça, en plus, on a des données personnelles. Une personne physique qui fait du sport et qui porte une montre connectée. Elle va générer avec cette montre connectée, avec une application dans cette montre, des données, ce qu'on appelle des données de vie courante, et qui sont presque, ou qui peuvent être des données de santé, suivant comment est-ce qu'on les définit. Donc, on a sur cette personne physique son identité, et puis des données comme son poids, sa taille, son âge, son genre, peut-être ses habitudes sportives, et puis ses courses, le trajet qu'elle a parcouru, le temps de trajet, sa vitesse moyenne, et on va arriver à, par exemple, ce qui pourrait nous intéresser là, pourquoi pas son rythme cardiaque. Il y a des montres connectées qui prennent le rythme cardiaque. Cette personne physique, c'est le sujet de la donnée. Mais c'est pas vraiment le détenteur de la donnée. Parce que si on voit bien, la personne physique, elle a accès aux résultats du traitement de ces données via sa montre, mais elle n'a pas ces données matériellement. Le détenteur, là, c'est plutôt l'éditeur de l'application qui va collecter ces données, les stocker, les traiter et les restituer visuellement au sujet dans une forme traitée. Donc on a déjà 2 acteurs et on voit, quand on prend cet exemple-là, que ces 2 acteurs, ils sont complètement dépendants l'un de l'autre à partir du moment où on veut faire un transfert des données vers une organisation altruiste. Si on part du point de vue du sujet, la donnée, il n'est pas détenteur, donc il ne peut pas les transférer directement.
Première option pour lui, ça va être de récupérer ces données pour les retransférer à l'organisation. C'est probablement un peu complexe. L'autre option, c'est de demander au détenteur de la donnée de transférer ces données vers l'organisation. Une forme de portabilité en fait de la donnée, si on veut simplifier. Et ça, c'est sans doute plus facile à mettre en œuvre parce qu'on peut présumer quand même que le détenteur de la donnée qui crée l'application, il a plus de moyens techniques pour procéder à ce transfert. Ça, c'est du point de vue du sujet, donc il dépend du détenteur. Et puis le détenteur, lui, s'il veut prendre l'initiative de transférer des données vers une organisation altruiste, et dans notre exemple, ce sont des données personnelles, eh ben, il faut qu'il ait l'accord du sujet de la donnée pour les transférer. Alternative, ce serait de les anonymiser, mais de deux choses une, où le détenteur, enfin, où la donnée va perdre un peu de sa valeur, voire substantiellement de sa valeur si elle est anonymisée. Deuxièmement, pas certain que l'anonymisation soit toujours vraiment possible. Bon, donc on voit en tout cas que l'altruisme des données nécessite au moins une collaboration entre le sujet et le détenteur des données. Évidemment, parfois, ça peut être la même chose, mais on considère que c'est quand même deux acteurs séparés. Donc, dans notre exemple, les données de vie courante sont transférées vers l'organisation altruiste, qui les collecte. Et là, on va dire que c'est pour les collecter dans le but d'aider la recherche médicale. Et là, il faut bien comprendre le rôle clé qu'a l'organisation, parce que elle va promouvoir une finalité, la recherche médicale. Elle va faire en sorte de ne collecter que des données qui sont utiles à cette finalité. Et pour pouvoir collecter, il faut qu'elle inspire confiance aux détenteurs et au sujet des données. Et cette confiance, elle va venir de plusieurs facteurs. On essaie d'identifier dans le rapport de manière un peu exhaustive. On peut en nommer quelques-uns aujourd'hui pour donner un peu plus de concret au discours, mais clairement, on préconise la création d'une gouvernance qui va être dédiée aux données, qui est indépendante de la gouvernance administrative, financière, etc. Et puis, on préconise aussi une très, très grande transparence sur le mode de fonctionnement. Parce que cette gouvernance et cette transparence vont refléter et démontrer une capacité de l'organisation à contrôler l'usage des données, parce que ces données, elles vont être transférées après à des tiers qui vont les utiliser. Okay, tiers qui vont les utiliser selon nos préconisations, on l'espère, sur des contrats qui seront le plus standardisés possible, parce que la standardisation permet une meilleure compréhension, permet une accessibilité, une transparence, et permet aussi une mutualisation de l'analyse, ce qui renforce toujours la confiance. Donc, sujet détenteur, transfert vers l'organisation qui collecte, organisation qui permet l'accès des données qu'elle détient au quatrième acteur, qu'est l'utilisateur, le tiers qui voudrait avoir accès à ces données pour un but. Alors lui, il n'est pas forcément dans une démarche altruiste, mais il doit poursuivre une finalité d'intérêt général. C'est un des points majeurs et le contrôle du tiers est absolument clé là-dessus. Sans ce contrôle, les individus ne partageront pas leurs données personnelles, les entreprises ne partageront pas leurs données parce qu'elles auront peur de les voir accaparées par des concurrents, etc. Donc, on n'a pas le temps de voir les choses dans le détail, mais le tiers, lui, doit soumettre sa requête à l'organisation, doit présenter son projet, doit avoir défini son objectif et sa finalité. Ça protège les données, ça protège l'utilisation qui va en être faite. Et une de nos autres préconisations, c'est aussi d'essayer de limiter, dans la mesure du possible, l'accès par le tiers à des données brutes. Essayer de favoriser l'apprentissage fédéré ou d'autres modes alternatifs de traitement des données. Voilà pour les rôles des principaux acteurs. Pour finir, simplement, sur la question de l'altruisme, on a eu des échanges à ce sujet. Clairement, la notion de comportement altruiste se situe au niveau du sujet et du détenteur qui vont transférer vers l'organisation. L'organisation, elle est appelée altruiste parce qu'elle participe au modèle. Mais voilà, peut-être ce que je peux vous dire sur ces 4 gros acteurs. J'espère que c'était assez clair. Grimaud, c'est clair, en même temps, je me mets dans la peau de quelqu'un qui nous écoute. Je dis souvent, moi, que l'identité numérique, que je contrôle une partie de mes informations, que j'essaie de partager dans des communautés, c'est plus qu'un login parce que je suis déjà sur des LinkedIn, des Twitter puis des Facebook, puis ils m'amènent dans leurs écosystèmes, dans leurs termes et conditions. Puis après, dans cette croisée des chemins-là, maintenant, les gouvernements, qu'ils soient fédéraux, provinciaux et même municipaux et même nationaux et internationaux, est en train de se poser la question qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Là, on parle de tiers de confiance. Et ultimement, quelle est la capacité du gouvernement de reconnaître qui je suis, donc de m'authentifier et de m'identifier? Parce que sur les plateformes numériques qu'on connaît déjà, je pourrais décider de m'appeler Maurice et ultimement, la plateforme s'en fout un peu parce que je suis un élément parmi tant d'autres.
Charles, la question est pour toi maintenant. Au niveau de ces fameux tiers de confiance au Canada, qu'est-ce qui se passe actuellement? Puis est-ce qu'il y a des exemples sur lesquels on devrait s'inspirer? Parce que je sens de croiser des chemins entre ce qui existait des points de vue de plateforme et maintenant, quel est le rôle de l'État et de nos gouvernements, puis comment tout ça s'organise vers des organisations altruisme? Bon, je vais donner, il y a un concept analogue, je pourrais dire, qui fait son chemin au Canada. Entre autres, c'est le concept de fiducie des données. La notion de fiduciaire, c'est un tiers indépendant qui gère les actifs au bénéfice du bénéficiaire. Donc, si on prend le concept de base de fiducie et on l'applique à la gestion des données, il y a cette notion qu'il pourrait y avoir des entités distinctes qui sont formées avec des personnes de confiance qui gèrent les actifs au nom de la société, pour le bénéficier de la société. Et puis, deux exemples concrets. C'est des exemples qui ont échoué, mais on va tirer les leçons dans un instant. C'est l'exemple de Sidewalk Labs et la ville intelligente qu'on voulait construire dans une zone particulière à Toronto. Il y avait l'idée de faire la collecte massive des données avec le Internet of Things, des sensors qui sont posés un peu partout pour collecter la donnée, et qu'il y aurait une entité indépendante qui ferait cette collecte afin de promouvoir l'efficacité du mouvement, la collecte des ordures, l'éclairage, toutes sortes de choses au bénéfice de la société. L'autre exemple, c'est ici au Québec, Mila avait développé, encore une fois, au début du COVID, une application CoVIAP qui finalement n'a pas été retenue, adoptée. Mais l'idée, c'était que c'était une application qui allait beaucoup au-delà de juste du simple indication des contacts des personnes, mais qui ramassait des données sur la santé de tous et chacun, un peu comme l'exemple que j'avais donné tout à l'heure qui a eu lieu en Allemagne, pour faire l'analyse contextuelle de l'impact du COVID sur les gens. En servant de l'intelligence artificielle. Et donc, dans ce contexte-là, ils ont créé une sorte d'entité distincte qui allait gérer de manière responsable les données sur la santé qui comptaient collecter. Donc, c'est ce concept de la fiducie des données qui existe au Canada, qui est pour moi un peu le pendant du mécanisme dont parlait Grimaud. Puis, Charles, sur ces deux exemples-là qui ont été extrêmement médiatisés, particulièrement le Sidewalk Labs à Toronto, parce que même s'il existait déjà sur New York, dans un autre modèle économique, où est-ce que c'était des bornes, puis chaque borne qui était reliée à la fibre optique, qui permettait même de remplacer les 7000 postes téléphoniques, qui fait que quand on avait une borne dans une infrastructure physique, permettait d'avoir du Wi-Fi avec un gig, qui faisait qu'il y avait carrément un modèle économique qu'on voulait répliquer à Toronto. C'est quoi les grandes leçons? Ça, c'est le Sidewalk Labs, qui est plutôt peut-être bâtiment et quartier intelligent. Puis après, c'est quoi la grande leçon qu'on a retirée de Mila et de son intention de faire cette app-là? Parce que on sait que d'un point de vue même juridiction, la santé est gérée d'un point de vue provincial. Et là, on a vu que certaines entités voulaient réagir rapidement à cause d'une COVID, puis c'est un précédent de société. À mon avis, il y a des grandes leçons. Mais c'est quoi les grandes leçons qu'on peut retirer du Sidewalk Labs? Puis par la suite, c'est quoi la grande leçon de ce qui est arrivé avec l'intention de Mila puis versus ce qui s'est fait? En peu de mots, parce que c'est sûr que c'est un débat, c'est un débat en soi. Hein? Il y a énormément de leçons à tirer de ces deux exemples et comme je dis, ces deux échecs. C'est des échecs. Le concept fail fast, fail often, on apprend de nos échecs. Bon, Sidewalk Labs, rapidement, je pense qu'une des choses que ça a démontré, c'est que même s'il y avait un effort dans le contexte de Sidewalk Labs de créer une entité indépendante,
Ils ont engagé Anne Cavoukian, qui était auparavant le commissaire de la vie privée d'Ontario, qui a développé le concept de privacy by design, donc une personne renommée. Et ils voulaient vraiment démontrer qu'il y avait une entité distincte qui allait gérer les données, dont la perception des gens, le grand nombre des gens, c'était que, en fait, oublie ça, cette fiducie des données, c'est vraiment Google, c'est vraiment Sidewalk Labs, c'est vraiment une entité commerciale qui va utiliser nos données pour leurs propres fins. Et donc, il y avait une méfiance autour de ça. Donc, la leçon à tirer, c'est l'importance d'assurer l'indépendance totale et de pouvoir démontrer cette indépendance totale de l'entité, le tiers de confiance qui va capter les informations en question. Avec Covia, je citerai deux types de leçons tirées. La première, c'est que la confiance du tiers, le tiers de confiance doit, la confiance dans le tiers de confiance doit être non seulement méritée, mais aussi démontrée. Faut pouvoir établir pourquoi ce tiers de confiance mérite notre confiance. Et ils ont très bien fait. Mila, c'était impeccable, en fait, leur manière d'aborder ce sujet. Ils ont publié un white paper, un papier blanc, je ne sais pas, en tout cas, un document de 60 pages qui expliquait de long en large comment ça allait fonctionner, le pourquoi, comment les données allaient être sécurisées. Le CA qu'ils avaient, le conseil d'administration qu'ils ont mis en place était présidé par un ex-juge de la Cour suprême du Canada. La composition du CA était impeccable en termes des représentants de la communauté. Ils ont adopté une approche de transparence accrue sur les risques de sécurité. Ils ont expliqué comment ils arrivaient à obtenir les résultats qu'ils allaient adopter. Et ils ont proposé des mécanismes de formation des gens pour les gens qui comprennent comment l'application allait fonctionner. Donc, vraiment, pour moi, ils ont mérité la confiance qu'ils tentaient d'inspirer. Deuxième et dernier point, c'est-à-dire le troisième des leçons que je voulais mentionner des deux scénarios, c'est que dans le cas de Mila App, à la différence du plus grand nombre des applications qu'on a vues à travers le monde avec le traçage des contacts, à peu près tous les autres dépendaient du fait qu'au moins un minimum de 75% de la population s'engage à adopter l'utilisation de l'application. Donc, 75%. De nos jours, il n'y a pas un seul but au monde auquel 75% de la population sont d'accord pour le faire, pour l'appuyer. Et à la différence, le Mila App, le Covia de Mila, puisque ça a utilisé l'intelligence artificielle, ça fonctionnait et ça fournissait des constats utiles pour la société si seulement 10% de la population s'engageait. Donc, ce que je retiens, c'est que ce n'est pas nécessaire que tout le monde participe pour obtenir des constats de grande valeur pour la société. Charles, ce qui me fascine beaucoup, c'est que les 2 dernières années ont pulvérisé 25 ans de discussion sur la transformation numérique parce qu'il fallait un choc sociétal qui s'appelait la COVID. Mais j'aime beaucoup revenir à la notion d'organisation altruisme. Comment on fait le lien avec une organisation altruisme et ces grandes leçons-là par rapport à l'identité numérique? Comment l'identité numérique contribue à cette organisation-là? Puis c'est quoi le lien? Parce que je pense que le rapport explique beaucoup de choses, puis je suis sûr qu'on va manquer de temps. Puis on n'est même pas capable de trouver des bonnes questions. Puis il va falloir qu'on ait une autre session de travail juste pour démontrer en quoi le rapport contribue. Mais quel est le lien qu'on peut faire avec une organisation d'altruisme, le rapport, puis la contribution de l'identité numérique? Parce qu'il y a une dimension citoyenne là-dedans. Puis c'est quoi les liens qu'on peut faire? Écoutez, je pense, une excellente question. Puis je pense de nos jours, souvent, il y a des gens qui se sentent complètement impuissants face aux crises auxquelles on fait face.
On pense à nos jeunes, nos enfants. Bon, on se connaît. Bon. Donc, ça inquiète nos enfants, cette idée qu'ils sont pas capables, les problèmes sont trop gros, ils sont une sorte d'impuissance. L'identité numérique, le concept d'identité numérique, si c'est bien conçu sur un modèle décentralisé, qui est quand même centré sur le citoyen et qui assure que l'individu peut contrôler avec confiance quelles données il ou elle partage et avec qui, pourrait, à mon avis, inspirer un sentiment d'autonomie et de capacité d'agir et ainsi inspirer les citoyens à agir au bénéfice de la société. Donc, si, par exemple, moi, il y a trois grands thèmes, l'environnement, l'équité sociale et la protection des abeilles, qui m'inspirent, moi, je pourrais dire, bon, j'ai toutes sortes de données qui tournent autour de moi. Ils sont liés à une identité numérique qui est propre à moi. Et moi, je décide que je veux partager mes données avec certains tiers de confiance qui vont s'en servir de ces données pour des fins altruistes qui me touchent à moi. Et si tout le monde, ou bien, comme je dis, c'est pas nécessaire que tout le monde veut protéger les abeilles, mais si 10 000 personnes veulent protéger les abeilles, et ces 10 000 personnes font le lien entre la ruche et les chercheurs qui veulent les protéger, ensemble, on va agir au bénéfice de la société. Ce qui me fascine, Charles, je pense qu'au départ, les gens et les organisations sont prêts à partager de l'information pour comprendre la nouvelle chaîne de valeur. Ton exemple de ruche intelligente, je sais que ça peut réunir beaucoup de personnes parce qu'on peut même recomprendre pourquoi l'abeille est un pollinisateur et l'abeille fait en sorte qu'on a des fruits. Mais quand on comprend cette chaîne-là, on est capable de comprendre ce qui se passe. Même dernièrement, je faisais un webinaire avec l'AMF qui me demandait de faire une consultation publique sur assurance, passagers et véhicules autonomes connectés. Parce qu'un véhicule autonome connecté a aussi une identité numérique, comme le passager là. Et le rôle de l'AMF au Québec, c'est eux qui vont prescrire la nouvelle assurance pour protéger l'individu et même l'objet. C'était assez fascinant. Le document est public maintenant. On a fait un article parce qu'on se rendait compte que même l'objet, même accidenté, coûtait même plus cher à réparer. Et là, ben, quelles seront les primes associées à ça? Mais il faut être capable d'énoncer ces questions-là. Puis, Grimaud, là, je me tourne vers toi parce que c'est sûr qu'il va falloir qu'on fasse une autre session juste sur le rapport lui-même pour reprendre à la limite les recommandations, les points d'action puis les contextes. Mais si tu avais un message clé au niveau du rapport qu'on veut retenir pour notre audience et se faire une autre session de travail au bénéfice même de la francophonie, ça serait quoi? C'est quoi le message clé que vous aimeriez envoyer par rapport à ce rapport-là? Qui est peut-être une première assise de plusieurs projets parce que c'est des écosystèmes, c'est évolutif, les lois évoluent aussi, puis il y a beaucoup d'inclusion à faire, puis ultimement, ben le bien et le message que l'on... Puis là, je me retiens pour pas parler d'NFT, puis de Metaverse, puis de Wallet, puis il faut être capable d'émettre des hypothèses, mais le grand message du rapport, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on devrait retenir par rapport à ça? Je pense que si on devait retenir une chose, c'est le message de la présidente de la Commission européenne, de Ursula von der Leyen, quand elle lance cette décennie numérique, et qu'elle dit en anglais, mais je traduis, n'est-ce pas, qu'on a tout ce qu'il faut, qu'en Europe on a tout ce qu'il faut, mais dans le monde on a tout ce qu'il faut en réalité, et qu'il faut qu'on arrive à en libérer le potentiel. Et je pense que là, on arrive à un moment où on est en train de libérer ce potentiel. Quand je vois les travaux qui sont faits et dont vous parlez et dont j'ai hâte de savoir beaucoup plus de choses au Québec sur l'identité numérique, quand je vois le travail qui est fait en Europe, ce travail réglementaire qui est hyper articulé, qui est cohérent, ça fait presque rêver de voir un travail réglementaire cohérent sur le partage de la donnée, mais qui pense à toutes les facettes de ça, qui dit Data Governance Act, il nous propose de créer des courtiers en données qui vont être indépendants, qui vont répartir les données. Il propose de créer un nouveau mouvement sociétal de partage des données et qui se fait plus
que dans un but commercial ou que parce que c'est obligatoire, mais qui se fait parce qu'on se dit, après tout, qui aujourd'hui est capable de dire non, moi je pense pas du tout que la technologie, que l'IA, que les systèmes de traitement de données, je pense pas du tout que ça puisse avoir un quelconque intérêt pour essayer de nous aider à surmonter les quelques tout petits défis auxquels l'humanité est confrontée en ce moment. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des données, on a plein de données qui sont générées, qui sont conservées, qui sont pas partagées. Et en fait, on a une ressource qui est existante et qui est sous-exploitée ou mal exploitée. On compare souvent les datas avec le pétrole, mais en fait, c'est l'exact opposé finalement. On a énormément de data de partout et on a du mal à se dire, OK, comment est-ce qu'on va les utiliser correctement? Le pétrole, on n'en a plus et on cherche à en trouver la moindre goutte. Mais, donc, pour moi, c'est vraiment ça le message, c'est de se dire, on est à un moment où probablement on va réussir à faire cette transition, on va réussir à créer un grand mouvement sociétal. Alors en Europe, par le data altruisme, peut-être que ça aura des rebonds au Canada, peut-être que l'identité numérique aidera l'Europe, sera une source d'inspiration pour l'Europe pour arriver à créer un outil de plus dans le partage de données. C'est fascinant et c'est décevant et c'est amusant et c'est tout ce qu'on veut, mais en France, le secteur public, ça s'améliore avec l'open data. Mais on a des administrations qui sont l'administration française, qui n'ont pas, il n'y a pas de base de données commune. Donc il y a des doublons où il y a des lacunes qui ne devraient pas exister. Et on a des administrations qui dépensent des fortunes en temps et en argent, en impôts, pour aller chercher des données dans le public qui sont détenues par d'autres administrations. C'est complètement invraisemblable. Donc déjà, juste sur l'intérêt général, là, si on arrivait à recentraliser tout ça, ça irait mieux. Et puis dans le secteur privé, il y a des exemples qui sont inspirants. Charles a donné plein d'exemples. Imagia, moi, c'est quelque chose que je trouve fantastique. C'est-à-dire que si on arrivait à pousser les gens à donner plus de données, on arrive à avoir des capacités de diagnostic grâce à ça qui sont incroyablement augmentées. Donc, vraiment, je pense que là, on a du travail, que le rapport participe à ça pour créer dans l'esprit de la société insuffler une confiance dans le partage de données. Comprendre aussi, et ça, Charles, c'est très important, qu'on n'a plus besoin que 75% de la population adhère à un projet pour que ce soit efficace, qu'on est en train de passer je l'ai dit tout à l'heure, alors du big data au good data, c'est mon anglicisme du jour, mais vraiment d'une donnée de quantité à une donnée de qualité. Et franchement, si on couple une prise de conscience globale des enjeux que l'humanité doit surmonter, qu'on est soutenu par les gouvernements, par les commissions européennes, par les gouvernements des différents pays, on a un terreau qui est très fertile, je trouve, à une émergence d'un partage de données efficace et tourné vers l'intérêt général. Donc, le mot de la fin, je rends à César ce qui est à César, c'est on a tout ce qu'il nous faut, maintenant il faut juste libérer le potentiel. Puis Grimaud, je vais te prendre au mot parce que je voulais qu'on fasse déjà quelque chose dans le cadre de la semaine de la francophonie pour être dans l'action et dans l'application citoyenne qui vient avec. Il y a aussi d'autres fenêtres. Donc, cette démarche aujourd'hui-là, c'est aussi un appel à collaboration pour la francophonie, puis qu'on se retrouve aussi au sommet de la francophonie en Tunisie, qui est au mois de novembre prochainement. Donc, il y a comme une attente de nos élus pour cette prise en charge-là, pour cristalliser ces écosystèmes, rendre ça le plus simple possible, pas réinventer la roue. Ici, le Québec et le Canada peuvent contribuer par son ministère de la cybersécurité pour être capable d'arriver comme champion ou comme leader pour transformer ces projets de société. Ça sert à ça, ces rencontres-là. Puis ça, j'y tiens personnellement, j'y tiens aussi de par ce que je fais dans mes écosystèmes. Mais cette contribution-là, aujourd'hui, c'est aussi un appel à la collaboration pour la francophonie, puis qu'on se retrouve aussi au sommet de la francophonie au mois de novembre prochainement en Tunisie, où est-ce qu'il y a énormément d'attentes parce que c'était les thèmes de l'automne dernier, mais malheureusement, ça a été reporté. Mais ayons cette conversation ouverte. Je vous challenge aussi, c'est tellement francophone, pour qu'on se fasse une session de travail, pour qu'on décortique le rapport, puis on pourra reprogrammer d'autres choses avec l'équipe du DIAC pour amener ça à une autre étape, pour voir comment ça s'applique dans le quotidien des gens et quels sont les critères de succès. Alors, à mon nom personnel, merci beaucoup d'avoir été là. Charles, merci beaucoup d'avoir été là. C'est un début d'une autre aventure, mais il y a tellement de livrables, il faut rendre ça le plus concret possible, que ce soit une abeille ou mon profil ou nos enfants et nos conjoints, et ainsi de suite. Merci à vous, un grand plaisir. Merci infiniment, c'était un grand plaisir pour moi. Au revoir. Merci. Au revoir.